Que pouvons-nous apprendre des peuples premiers? Comment intégrer leur philosophie de vie dans nos modes de management? Il y a 10 années, Philippe Studer, fondateur et dirigeant de la Société d'études en marketing et des instituts, est parti faire un voyage incroyable. Il est parti pendant une année entière avec toute sa famille vivre auprès des peuples autochtones. Et quand il est revenu, nourri de toute cette sagesse traditionnelle et de cette nouvelle philosophie de vie justement, c'était impossible pour lui de diriger son entreprise comme avant. Et du coup, il a tout réinventé. Et c'est d'ailleurs ce qu'il raconte aussi dans son livre « Le voyage inversé de l'entreprise à la tribu ». Et nous allons discuter avec lui de tout ça, c'est maintenant. Bonjour Philippe, merci de nous accueillir aujourd'hui. Philippe, est-ce que tu aimerais te présenter avec tes propres mots et nous dire quelque chose sur tes passions? D'accord. Alors me présenter avec mes propres mots, en termes, en tout cas ici, dans notre seconde maison en mouvement, moi je suis un peu le provocateur des micro-rêves, ici chez nous, et le gardien de la vision et des valeurs. Ça c'est un rôle important. Qui nous tient à cœur parce que sans vision et sans valeur, le cap est difficile à tenir. Surtout dans ces moments un peu incertains. C'est vraiment important d'avoir un cap partagé et co-construit avec les équipes. Et moi j'ai cette lourde tâche et responsabilité que d'en être le gardien. Après d'un point de vue plus personnel, j'aime bien les choses simples, c'est-à-dire rencontrer les amis, partir voyager à la rencontre des peuples premiers notamment, parce que c'est des gens qui m'inspirent énormément, qui ont encore su garder une tradition primordiale et voilà, qui ont des choses différentes à nous partager. Et c'est un enrichissement vraiment mutuel. Donc j'aime bien voyager à leur rencontre. Et alors justement, Philippe, tu as fait un grand voyage avec ta famille il y a quelques années, il y a une dizaine d'années maintenant, il me semble. Et est-ce que tu pourrais nous en dire quelque chose de plus? Voilà, je dirais que c'est un peu le voyage d'une vie et le rêve d'une vie, puisque c'est un rêve que moi j'avais déjà à l'âge de 20 ans. Et le projet de création d'entreprise m'a un peu rattrapé. Et après, je me suis fait un peu emporter par ce projet. Et ce rêve-là, je ne l'avais pas assouvi. Pourtant, à 20 ans, je pensais partir. Et là, je l'ai fait finalement 20 ans plus tard avec femme et enfants. Des enfants qui à l'époque avaient 7 et 9 ans, donc un âge idéal parce que je dirais c'est l'âge éponge. Ils vont vraiment aussi provoquer les rencontres. Donc nous, notre voyage était un peu... La particularité, c'était qu'on allait visiter les premiers habitants de chaque pays qu'on traversait. Donc on était beaucoup en relation avec des peuples de chasseurs-cueilleurs et donc beaucoup en forêt dans cet environnement-là. Donc c'est une vraie reconnexion aussi à soi, mais aussi à la terre. Et c'est la terre qui nous permet cette reconnexion à soi. Donc c'est un voyage un peu intérieur, un peu initiatique, mais c'est aussi un voyage qui permet de se nettoyer en profondeur et de revenir finalement avec un regard un peu différent, notamment sur les missions d'une entreprise et comment on va mener la barque. Donc un peu surtout réfléchir au pourquoi. Voilà. On a surtout ramené ce pourquoi qu'on pense aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose souvent, mais en collectif. On se dit, tiens, on a envie de faire ça, mais qu'est-ce que ça va nous apporter? Pourquoi on va le faire? Qu'est-ce que ça va apporter réellement au collectif? Et si ça n'apporte pas grand-chose, on décide de ne pas le faire. Et si ça nourrit le collectif et ça fait grandir le collectif, on va y aller. Donc c'est une approche complètement différente qu'on a pu initier depuis 10 ans par rapport à la façon dont on vivait ensemble avant. D'accord. C'est super intéressant. Et alors, quand tu es revenu de ce voyage, qu'est-ce qui n'allait plus pour toi dans la manière de gérer une entreprise? Tout. Tout n'allait plus parce que, si tu veux, j'avais plus de sens déjà et je pense que j'étais j'appelle ça moi un manager paternaliste descendant.
Donc c'est certes quelqu'un d'humain, parce que le manager paternaliste, il est très humain, mais qui rend ses équipes très dépendantes. Et je faisais un semblant de participatif, mais c'était un faux participatif. Donc voilà, c'était un peu de l'imposture quelque part, mais tout le monde fonctionnait comme ça et l'entreprise fonctionnait bien aussi. Mais j'étais pas satisfait au fond de moi-même et les équipes n'étaient pas épanouies. Et quand je suis revenu, bah, avec ce que j'avais vécu et ce que j'avais, voilà, ce que j'avais pris de ces peuples, je ne me voyais pas continuer comme avant, mais je ne savais pas comment faire différemment. Donc j'ai tout simplement dit aux équipes, écoutez, voilà ce que j'ai vécu, je sais bien que vous n'avez pas vécu ça. En tout cas, moi, ça a créé un déclic. J'ai plus envie de vivre comme on a vécu depuis 20 ans. J'ai envie de changer les choses. Est-ce que vous êtes prêts aussi à réfléchir avec moi pour en équipe décider comment on peut dorénavant vivre différemment ensemble dans une entreprise privée avec un besoin de pérennité, un besoin de résultat. Ça n'enlève pas cet objectif-là. Donc on ne rentrait pas dans un monde de bisounours. Non, c'était tout simplement comment on allait changer la relation à l'autre, à soi avant tout. En premier, c'est d'abord changer la relation à soi. Et en troisième, la relation au temps. C'est changer la relation au temps, c'est possible. Et moi, j'appelais ce qu'on vivait avant, c'était la culture de la tête dans le guidon. Et si c'est possible de sortir la tête du guidon, ça demande du temps, beaucoup d'échanges, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'expérimentation. C'est pas un chemin forcément tranquille, mais c'est un chemin merveilleux, quoi. Ça apporte tellement plus. Hein. Ouais. Ah, ça apporte plus à tous les niveaux, aussi bien individuellement que collectivement. Et on grandit tous ensemble avec une vraie force et un épanouissement collectif. Donc aujourd'hui, si on demande ici à un coéquipier de dire est-ce que tu es prêt à refaire une marche en arrière, personne, voilà, c'est impensable. Et alors concrètement, ce voyage, qu'est-ce qui t'a appris de plus fondamental, on va dire? C'est une chose simple, c'est que l'humain, c'est la chose la plus importante, de placer l'humain avant l'économique. Nous, on plaçait avant l'économique avant l'humain, quoi. Et c'était pas un bon calcul, parce que quand la personne se sent bien, elle va donner le maximum. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui une vision qui tient en 5 mots, être mieux pour être meilleur. Donc je me suis rendu compte que c'était l'humain, qu'il fallait apprendre à lâcher prise. Donc lâcher prise aussi, c'est pas un réflexe évident. C'est souvent l'inverse. Plus les choses s'accélèrent et plus on a envie. Et on accélère et on a envie d'avoir une prise. Et plus les choses s'accélèrent et plus il faut désaccélérer, quoi. Donc c'est vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire. Et donc c'était un peu de changer tous ces réflexes-là. Donc la confiance aussi, d'accorder une vraie confiance aux autres. Donc ils ont le droit à l'erreur. D'avoir une posture basse en tant que dirigeant. Et la posture basse, c'est pas du tout ce qu'on nous apprend forcément dans les écoles. Non. Mais là, c'est réellement en posture basse, tu fais grandir l'autre, quoi. Donc, et toi, tu t'enrichis aussi. Donc, c'est vraiment un échange mutuel. Et si tu as cette confiance-là, qui est le socle, qui est la base, que tu apportes de l'autonomie, forcément à tes équipes, tu libères un peu les énergies et tu les autorises à lâcher prise. Mais les gens, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais oui. C'est du bon sens. Et du coup, concrètement, comment ça s'est passé? Tu es revenu de ton voyage, donc tu t'es dit, ok, je ne peux plus faire comme avant. Comment tu leur as dit? Comment vous avez mis en place Alors, si vous voulez, c'est très brutal pour moi, mais après, c'est un long chemin. Donc, très brutal pour moi, dans le sens où quand je reviens, c'est sûr que c'est quand même compliqué d'atterrir après ce qu'on avait vécu. Surtout dans un environnement qui n'avait rien à voir. Hein. Nous, on était dans la nature, quoi. Donc, et en revenant, c'est ce que je disais avant, je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai plus de sens à faire ça comme ça, et j'ai envie de changer la relation. Donc, heureusement, hein, enfin heureusement ou pas, s'ils avaient dit non, moi, je leur laissais les clés. Hein. Donc, j'avais aucun souci de ce côté-là. Donc ils ont dit oui et puis on a réfléchi, mais ça a mis 5 ans, au moins 3-5 ans, que les premiers effets viennent aussi. Donc c'est très long, parce qu'il faut changer une culture d'entreprise, il faut changer un état d'esprit, il faut changer des postures, donc il faut modifier beaucoup de choses, en sachant que le premier travail, c'est ce que je disais avant, c'est soi-même.
Voilà, donc c'est un travail progressif, c'est un travail de longue haleine et les stratégies des petits pas, quoi. Vraiment. Et donc aujourd'hui, toi, ton travail, il avait déjà commencé parce que c'est toi qui as impulsé tout ça. Mais pour les personnes dans ton entreprise qui n'étaient pas encore sur ce chemin-là, on va dire, comment ça s'est passé pour eux? Bah pour eux, c'est sûr qu'au début, c'était même un peu de l'incompréhension. Ah, il revient de son voyage, là, voilà. Et après, bon, ils ont quand même compris que la conviction et la volonté étaient fortes. Et après, chacun a commencé à son rythme. Donc ça, c'était important de respecter le rythme de chacun, parce que souvent, on est un peu impatient. Non, il faut surtout respecter ça, en sachant que la motivation, elle viendra, mais de l'envie de chacun. Donc on ne peut pas accélérer ça, c'est pas possible, puisque ça vient de l'intérieur de la personne. Donc il faut respecter le rythme de chacun. Et ça, je dirais, c'est la règle la plus importante. Donc y aller pas à pas, comme je disais avant, et essayer de faire grandir avec une posture basse et de faire grandir chacun. Et comme moi, j'avais une posture différente de manager, bah, je laissais de la place. Je laissais de la place à tout le monde, donc les lignes pouvaient monter, alors qu'avant, j'étais plutôt là, entre guillemets, en manager paternaliste. Là, on laisse une place, quoi, à l'autre. Hein, on est plutôt là en sauveur et on croit bien faire. Hein. Je ne disais pas que l'intention était forcément mauvaise, mais le résultat n'est pas bon pour les équipes et pour le collectif. Donc c'est vraiment un collectif après qui se met en place, et puis c'est jamais fini. Hein. C'est jamais fini. Sauf qu'aujourd'hui, on a des règles claires de vivre ensemble, on a une vision qui est aussi clairement co-construite et partagée, et des valeurs qui nous sont chères. Donc aujourd'hui, on a un vrai cap. Oui. Et vos valeurs, justement, c'est lesquelles? Alors malheureusement, si j'allais vous dire une valeur de bienveillance, le terme est tellement galvaudé aujourd'hui que ça ne veut plus rien dire, et pourtant c'est une valeur fondamentale. Ça veut dire de prendre soin les uns des autres. Les peuples racines, c'est une de leurs premières missions, c'est prendre soin les uns des autres. Donc nous, on a écrit dans notre cadre, tu t'organises comme tu le souhaites. En revanche, on te demande deux choses. Un, d'équilibrer ta vie privée et ta vie professionnelle. Donc ça veut dire que si un coéquipier, on sent qu'il s'est trop chargé, un petit groupe va le décharger. Donc ça veut dire qu'on veille les uns sur les autres, on prend soin les uns des autres. Bah oui, c'est possible, et c'est pas bisounours. C'est si l'autre, il n'est pas bien, la performance collective, elle va en souffrir. Donc on a intérêt à ce que tout le monde se sente bien. Si tout le collectif se sent bien, on va donner le meilleur. Donc on sera plus performant. Donc prendre soin les uns des autres, c'est la bienveillance. Après, on en a une deuxième, c'est l'ouverture aux autres. Donc là, je vous ai fait visiter la seconde maison en mouvement. On accueille beaucoup d'autres organisations ici pour s'ouvrir justement, s'ouvrir à notre écosystème, s'ouvrir aux autres. Donc ça, c'est important pour nous, l'ouverture. Et la troisième, ça sera la joie. Et la joie, c'est un peu comme les peuples premiers. Eux, c'est la joie naturelle. Ils sont joyeux par nature, ils sont joyeux. Ils sont déjà venus ici chez nous dans nos bureaux. Quand ils ressortent, tout le monde est en joie. Ils apportent et ils diffusent de la joie naturellement. Et pour nous, c'est bonne humeur et joie. Donc on le cultive aussi. Quand on a un succès intéressant pour le collectif, on danse la salsa, par exemple. C'est génial. Voilà, pour être en mouvement aussi et pour être joyeux et pour fêter ça ensemble. Donc la joie, on a aussi beaucoup de moments festifs ici qu'on organise et qu'on provoque, quoi. Ouais. Alors moi, ce que j'ai vraiment ressenti, en effet, tu nous as fait visiter. D'ailleurs, tu nous parleras de quelques salles parce que c'était très intéressant. Et moi, je ressens en effet une vie ici. Et pourtant, on est dans une période où il n'y a pas beaucoup de personnes dans l'entreprise, mais ici, ça vit. Alors, tu me parlais justement la seconde maison en mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Si tu veux, c'est intéressant ce que tu dis là et ça me touche parce que c'est le ressenti, c'est le feeling. Et nous, on travaille beaucoup depuis 10 ans, plus sur le ressenti que sur le mental. C'est-à-dire, moi, quand je pose une question à un coéquipier, je ne vais pas lui demander qu'est-ce que tu en penses, je vais lui demander qu'est-ce que tu ressens. Et rien que le fait de poser cette question-là sous cette forme-là, ça change toute la relation. Donc, c'est vraiment un partage d'humain à humain. Et c'est ça ici qu'on essaye de faire vivre. Et si tu l'as ressenti, je suis super content, quoi, parce que c'est vraiment ce qu'on essaie de vivre au quotidien. Après, je ne dis pas que tout est simple. Hein. Il y a aussi parfois des irritants, sauf qu'aujourd'hui, les irritants, on sait comment les traiter. On sait aussi se les partager. Avant, on se les gardait, donc c'était du non-dit.
Aujourd'hui, on se les partage. On a un espace, on a un espace qui s'appelle l'espace pirate, qui est dédié au partage des irritants. Voilà, mais tout ça, on l'a monté au fur et à mesure, c'est pas venu comme ça. Et donc, ça veut dire que si tu sais traiter les irritants, bah, quelque part, tu n'as plus de problème. Tu n'as que des solutions Oui, et tu n'as que de la joie. Parce que c'est ça l'état naturel, en fait, de l'être humain. Alors, c'est vrai que par rapport au peuple premier, on a beaucoup complexifié nos relations et notre existence. Et eux, sincèrement, enfin, après, je les idéalise pas, hein, mais ils ont gardé quelque chose de très instinctif et intuitif. Et ce côté-là, je trouve que dans nos organisations, ça nous manque, cet instinct et cette intuition, parce qu'après, on va souvent, avec les process, les reportings, on va anéantir tout ça. Oui, c'est exactement ça. Et la créativité aussi. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on dit ici qu'on a libéré les énergies, ben, ça se ressent physiquement aussi. Il y a une autre énergie qui circule. Et ça, si tu le ressens, ben, c'est bien. Oui, c'est une énergie créatrice, en fait, oui. Et oui, quand tu parles, les processus, on a tout complexifié. Est-ce que c'est pas qu'en fait, on a justement laissé beaucoup trop de place au mental? On a tout fait à partir de là, en fait, alors qu'on a tellement plus de ressources en nous. Donc, oui. Oui, c'est vrai qu'on a laissé beaucoup de place là-haut et on a oublié ici, où le cœur, les tripes. Et c'est dommage parce que c'est là où tu ressens les choses et on sait que la majorité de la communication est non verbale et que le feeling, ça, tu peux pas le trahir. Voilà, donc les gens ressentent les choses, ou tu rentres dans un endroit, tu dis je me sens pas bien là, mais tu sais pas pourquoi. Ou cette personne-là, tiens, je la sens pas. On dit ça, on dit cette personne-là, je la sens pas. Bah oui, c'est tout ce non-verbal, cette intuition, tout ça qu'on essaye ici de libérer. Et après, bien sûr, à côté, on est normé ISO, hein, voilà, on a des super process aussi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, voilà, c'est pas l'un ou l'autre, surtout pas ça. Oui. Donc, mais aussi laisser ces instants-là de lâcher prise, on en a besoin, et encore plus aujourd'hui, quoi. Voilà, donc il faut un peu réapprendre, et c'est ça le plus difficile, il faut qu'on réapprenne des choses peut-être qu'on avait, qu'on a oubliées, que nos sociétés modernes ont oubliées. Donc c'est réapprendre, mais réapprendre, c'est très difficile. Oui, c'est sûr. C'est plus facile d'apprendre que de réapprendre. Parce qu'il y a tout le côté désapprendre aussi. Voilà. Toute cette démarche-là, on t'a inculqué des choses, donc tu as des croyances, et mince, tu as peur de les perdre. Donc c'est pas simple. Pas simple. En tout cas, mais le chemin est magnifique. Moi, j'invite toutes les organisations à y aller, mais vraiment très doucement. Surtout pas de plan sur la comète. On va libérer l'organisation. Non, c'est pas comme ça. Justement, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Oui, leur dire déjà qu'il n'y a pas de recette miracle, qu'il n'y a pas de modèle, malheureusement. Voilà, et souvent on nous dit mais il y a un modèle, il y a un modèle. Non, il n'y a pas de modèle. La tête encore qui veut le modèle. C'est ça. Absolument. Ok, point 1, point 2, point 3. Non, c'est pas comme ça. Ça serait trop simple. Donc je pense déjà, c'est un partage avec sincérité de là où on a envie. Déjà d'avoir une vision partagée et claire, mais incarnée. Pas une vision placardée sur un mur, les équipes passent devant, de toute façon. Non, vraiment une vision partagée forte, pour qu'on se dise le matin, oui, j'ai envie de me lever pour cette organisation, parce qu'on a ensemble construit ou imaginé une vision qui nous ressemble et qui nous stimule, quoi. Donc déjà faire ça avec des valeurs et un cadre. Et je pense que chez nous, aujourd'hui, on est plus exigeant, de toute façon, sur ces points-là. Et sur le cadre, on est beaucoup plus exigeant. Parfois, les gens me disent oui, mais oui. En revanche, le cadre, on peut le bouger. Il y a un espace pirate où on peut bouger le cadre. Mais il faut que ça soit décidé collectivement. Donc, avoir un cadre clair, des valeurs fortes et une vision partagée. Ça, c'est la base. Après, diffuser la confiance, et ça, ça prend beaucoup de temps. Et la confiance, c'est réellement faire confiance. Ne pas essayer d'aller aider ou sauver son coéquipier, mais le laisser aussi, quelque part, c'est le droit à l'expérience, le droit à l'erreur, comme on dit. Et aussi de diffuser ça et de lâcher prise, quoi. Ça rejoint ce qu'on disait avant. Vraiment lâcher prise, ne pas s'agripper aux résultats, parce que plus on s'agrippe aux résultats et aux objectifs, et moins on les atteindra. Donc de toute façon, c'est pas efficace, quoi.
Voilà, et sur un socle de confiance, d'autonomie et de liberté, responsabilité aussi, hein. Autonomie ne va pas sans responsabilité. Ouais. Liberté, responsabilité, ça va ensemble. C'est ça, Mhm. complètement, complètement. Mhm. Et après, c'est beaucoup d'apprentissage, et puis parfois on est un peu déçu parce qu'on pense que le collectif devait aller plus vite, que les prises d'initiative devaient éclore plus vite. Mais il faut laisser le temps au temps. Si on continue à garder cette posture-là, à un moment donné, ça va se déclencher. Il faut juste un Mhm. peu de temps aussi, quoi. Oui, j'entends pas mal le mot patience aussi dans Ouais, ce que tu dis. ouais, beaucoup. Et ça va beaucoup à l'encontre de tout ce qu'on connaît, de même le changement en entreprise. On s'imagine On va toujours aller que vite. oui, en quelques mois c'est fait, mais en fait c'est pas possible. C'est la relation au temps qu'il faut Mm. effectivement changer. Il faut travailler sur du plus long terme. Mhm. Et ça oblige un peu à lâcher l'économique à court terme, hein, et le financier, même si après on y gagne énormément. Nous, quand on a dit aux équipes, une des choses qu'on allait faire, c'est se séparer de 20% des clients qui nous causaient 80% des tracas. Bah, l'équipe, la liste, elle te l'a fait en 2 minutes. Et toi, tu dis, même s'il y avait des bonnes marges, tu dis, bah oui, je vous écoute. Ce client-là, il vous épuise, on va s'en séparer. Mm. Et là, c'est un acte fort. Avant, je n'aurais jamais dit ça. Non, non, écoutez, ce client, faites un effort, il ramène une bonne marge et tout. Non, aujourd'hui, c'est les équipes qui décident avec qui ils ont envie de travailler, quoi. Mm. Donc, c'est aussi s'entourer de gens positifs pour encore booster plus, quoi. Après, il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais vous êtes un peu sectaire. J'ai fait, oui, mais alors, oui, peut-être avec sectaire, ça dépend des valeurs qu'on partage. Si les Mm. valeurs sont belles, bah moi, je suis effectivement sectaire Mm, alors à ce mm, mm. moment-là, quoi. Mais est-ce que c'est pas tout simplement faire les choses de manière naturelle en fait et arrêter de forcer des Ouais, relations qui c'est marchent ça, pas, hein? c'est ça, ouais. Ouais, Mm. c'est un peu ça, ouais. Et puis prendre soin des équipes. Ouais. Si vous prenez soin des équipes, ils vous le rendent au centuple, hein. Mm. Mm. Mais réellement, Oui, pas faire semblant. oui. Bah justement, tout à l'heure, tu me partageais, si on veut parler de résultats, bah, ça donne quoi du coup sur le long terme? Bah nous, on a performé. Je pense que si on n'avait pas fait cette transformation en 2009, je pense que la société n'existerait pas aujourd'hui, n'existerait plus, hein, tout Mhm. simplement. Donc, bah, ça nous a ramené beaucoup de développement sur tous les plans. Bien sûr, d'abord humain et après économique. On a beaucoup travaillé sur la rentabilité aussi, quoi. Mhm, Ouais. mhm, Donc, performance humaine, économique et financière. mhm. Et je me permets quand même de Oui. dire que tu as un turnover sur les plateaux Ah qui oui, est de zéro, oui. chose que j'ai jamais entendue avant. Notre plateau téléphonique, ouais. Ouais. Bah, c'est les mêmes ingrédients. On a effectivement un plateau téléphonique avec une vingtaine de positions. Turnover de 0 contre 26% pour la profession. Pour les mêmes ingrédients qu'on a donnés avant. Beaucoup de confiance, Mhm. d'autonomie. Et si vous voulez, les personnes de ce plateau qui malheureusement dans beaucoup de plateaux de France sont un peu laissées un peu de côté. Mhm. Nous, c'est les personnes aussi importantes ici qu'un directeur d'études, qu'un chargé d'études, et ont accès aux mêmes services. Donc ici, là, on est dans l'espace zen. On a tous les mercredis et jeudis le droit à des massages. Et bien nos enquêteurs, puisque le plateau est composé d'enquêteurs, ont les mêmes services que tout le monde. Donc c'est Mhm. vraiment l'équité, le respect, la considération. Mhm. Et après, bah, pareil, ils nous le rendent au centuple et ils sont engagés avec nous. Ouais. Mm. Oui, il n'y a pas de... Personne n'est plus importante qu'une autre personne, C'est en ça, fait. c'est Oui. ça, ça c'est très très important. Une personne ici, même une stagiaire ou un stagiaire, aura la même voix. Mm. Donc il n'y a pas une voix qui est plus importante qu'une autre. Ça c'est très très important chez nous et on s'est beaucoup inspiré des peuples premiers. C'est vraiment l'inclusion dans le cercle et tout le monde est inclus dans le cercle de la même façon, avec la même voix. Mm, mm, Mm. Et on respecte ça. mm. Ouais. Ça c'est important. Et en effet, les personnes le ressentent. Et alors, aujourd'hui, donc tu t'es énormément inspiré de ton voyage, de ces peuples premiers. Quelle est ton inspiration aujourd'hui? Tu vas la chercher où? Bah, l'inspiration, on la cherche avec le collectif. C'est vraiment le Mhm. collectif. Et nous, on est ici sur une gouvernance partagée. Donc c'est le relais, c'est vraiment tous les coéquipiers ici. Ils sont beaucoup plus inventifs que moi, plus créatifs. Et aujourd'hui, c'est ça le relais, c'est le collectif qui emmène tout le monde, quoi.
Donc j'ai plus besoin, moi, d'être la personne centrale. C'est beaucoup moins fatigant qu'avant aussi, moins stressant. Et c'est tout un élan collectif. Et c'est ça l'idée. C'est d'arriver à un élan collectif. Et j'ai plus besoin de dire ah mais il faudrait peut-être penser à faire ça ou monter un atelier de travail là-dessus. C'est fait naturellement sur le mode envie par les coéquipiers. Donc ça se fait naturellement. Donc moi je me laisse même plus emmener aujourd'hui. Alors je reste quand même, comme je disais avant, le gardien de la vision et des valeurs. Et ça reste mon rôle aujourd'hui, quoi. Super. Et si tu avais... Alors, tu as aussi écrit un livre sur ton voyage d'ailleurs. Ouais. Tu as aussi fait une conférence TED. Tu enseignes aujourd'hui aussi en école de commerce. C'est quoi la première chose que tu dis à un étudiant, à quelqu'un que tu... Bah, suivez votre petite voix intérieure, allez écouter votre petite voix intérieure et allez-y. Et les barrières éventuellement qui vont s'afficher, c'est vos propres barrières. Donc vous pouvez les soulever, quoi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a que vous qui pouvez vous mettre des barrières, quoi. Donc suivez votre petite voix intérieure et allez-y, foncez, quoi. Donc c'est vraiment ça l'idée, quoi. Et il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de limite, juste nos propres limites, quoi. C'est tellement vrai, oui. Donc voilà, après c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à enseigner parce que ça me donne le contact avec les jeunes. Après je suis aussi investi dans des collectifs pour justement libérer les énergies. On anime ici en Alsace un collectif qui s'appelle Performance et qualité de vie au travail. Et je suis dans d'autres collectifs aussi pour essayer d'inspirer dans d'autres organisations et faire en sorte que les relations et le vivre ensemble changent au sein des organisations et que c'est possible. Oui, tu dis beaucoup c'est possible et d'ailleurs tu te nommes aussi inspirateur de micro-rêves. Alors ça c'est quoi? Inspirateur de micro-rêves, on a ici imaginé un concept, enfin c'est pas un concept, c'est les micro-rêves. Donc soit toi tu as un micro-rêve individuel, c'est un petit projet que tu ne t'es jamais pris le temps de mener à bien et l'entreprise va contribuer à ton micro-rêve. Ça peut être rejouer du piano, aller à la salle des fêtes à Drouot, là je prends des exemples concrets d'ici, apprendre l'anglais, etc. Et l'entreprise va donner des moyens, ça peut être du temps, ça peut être du réseau, parfois un peu de financier, mais ça ne va pas très haut, pour que le coéquipier réalise son micro-rêve. On les partage aussi entre nous, donc ça permet de mieux connaître l'autre. Et on a chaque année, on décide d'un micro-rêve collectif. Donc ça c'est décidé ensemble, collectivement, de quoi on a envie cette année. L'espace zen dans lequel on est issu d'un micro-rêve collectif. Voilà. Génial. Et ça donne aussi une autre matière hors métier aux équipes et ça soude. Donc c'est ce que disent les peuples racines. Ils disent que c'est important d'avoir des rêves en commun mais qui sont en dehors du métier pour que la personne en termes de conviction en fait. En termes de conviction aussi. Oui. Et qu'il y ait des choses qui nous relient, mais que ce n'est pas toujours le business qui nous relie, qu'il y a plein d'autres choses aussi qui nous relient. Bien sûr, tellement de choses d'ailleurs. Tellement de choses, Parce qu'après, ça fait des petits et ça cumule, et après, ça devient une norme presque. Le micro-rêve, voilà, c'est normal. Mais c'est magnifique, quand on en parle à l'extérieur, parfois les gens font des gros yeux. Voilà, mais c'est des petites choses aussi, hein. C'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais tout ça mis bout à bout, ça change complètement la façon de... Enfin, ça renforce la qualité des relations, tout simplement. Et quand on a une bonne qualité des relations, eh bien, tu peux déplacer des montagnes. Absolument. Super. Est-ce que... je pense qu'on a fait un très bon tour. Qu'est-ce que tu aimerais partager pour la fin? Qu'est-ce que tu aimerais dire à, je ne sais pas, un dirigeant qui a déjà cette petite étincelle, mais qui ne sait pas, qui n'ose pas encore? Moi, je dirais peut-être aller rencontrer d'autres organisations qui ont déjà fait l'expérience pour aller se nourrir, pour aller s'inspirer et vraiment de tenter l'aventure parce que si c'est authentique et sincère, vous y arriverez, quoi. Alors, il ne faut pas que ça soit un peu une intention négative.
Mais si c'est vraiment sincère, Voilà. y aller tranquillement, sereinement, pas à pas, avec patience. Et là, c'est bon. Bravo, parfait. Merci beaucoup, Merci à Philippe. toi. Merci beaucoup. Pendant cet échange avec Philippe, comme c'est une période un peu particulière, nous portions des masques. Et pourtant, je peux vous dire qu'il n'y a absolument plus de masques dans cette société. Je n'ai jamais senti autant d'authenticité, autant d'énergie circuler comme dans cette entreprise. Et j'ai vraiment envie de dire, soyons authentiques, soyons nous-mêmes et laissons justement entrer la vie au sein de nos organisations parce que ça change tout. Si cette vidéo vous a inspiré, si vous pensez que le monde a besoin d'entendre ce message, alors partagez-le, parlez-en et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Merci.